La riposte du gouvernement pour préserver les fêtes de fin d'année, accélération de la campagne de rappel, protocole sanitaire renforcé dans les écoles primaires, fermeture des boîtes de nuit. On verra les détails dans ce journal. C'est un camouflet infligé à Pékin. Les États-Unis annoncent boycotter les Jeux Olympiques d'hiver. Ils invoquent le génocide en cours contre les Ouïghours dans le Xinjiang. La Chine menace de contre-mesures. Et puis en Allemagne, l'élection mercredi du nouveau chancelier Olaf Scholz n'est plus qu'une formalité. Après les sociodémocrates et les libéraux, les Verts ont eux aussi validé l'accord de coalition. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Quelques restrictions et un appel à la vigilance. Le gouvernement a donc annoncé une batterie de mesures pour faire face à une 5e vague qui contamine à ce stade 50 000 personnes par jour. Durcissement du protocole sanitaire en direction des 5-11 ans, fermeture des boîtes de nuit ou encore un appel à limiter les moments festifs. On fait le point avec Valérie Lerouge. De fortes incitations et peu d'interdictions. Cette nouvelle conférence de presse du Premier ministre ressemble à un dernier avertissement avant des mesures plus draconiennes. L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Parmi les mesures annoncées, la vaccination sera facilitée. Pour les plus de 65 ans, plus besoin de rendez-vous, ils pourront se rendre dans n'importe quel centre. Et pour les enfants de 5 à 11 ans à risque, vaccination possible à partir du 15 décembre. Dans les écoles primaires, le niveau de protocole est relevé de 2 à 3, donc le port du masque sera aussi obligatoire dans les cours de récréation dès jeudi et les activités sportives limitées en intérieur. Autre incitation, le télétravail. Le gouvernement demande aux entreprises où c'est possible 2 à 3 jours par semaine. Sinon, cela pourrait passer par une obligation. Il va falloir lever le pied sur les moments festifs. Jean Castex demande de limiter les pots en entreprise, les crémaillères et événements de fin d'année. Et ce sera plus radical pour les discothèques. Elles fermeront vendredi pour 4 semaines car c'est un lieu de forte propagation. Dès demain, une concertation commencera avec le ministère de l'économie sur les aides à apporter aux secteurs les plus touchés. Une 5e vague synonyme de nouveau tour de vis également en Italie. Principaux concernés, les non-vaccinés. Depuis ce lundi, ils ne peuvent plus aller au cinéma, au théâtre ou se rendre à des concerts. Le sésame désormais, là-bas, c'est le super pass vaccinaire. Explication Marc Pope. Montrer son pass sanitaire pour prendre les transports en commun. Voilà le réflexe que doivent avoir depuis ce matin les Italiens. Une mesure qui divise les habitants. Pour moi, c'est une bonne chose. Je suis tout à fait d'accord avec ces restrictions. C'est la seule façon de sortir de cette situation. Honnêtement, je pense que le super pass sanitaire n'est pas efficace contre le virus. Je pense que les gens doivent être libres de se faire vacciner s'ils le souhaitent. Les autorités italiennes ont renforcé les restrictions dans le pays. En plus du pass sanitaire nécessaire pour les transports, elles ont mis en place un super pass sanitaire qui permet, lui, d'accéder aux bars, restaurants, cinémas, théâtres ou encore les discothèques. Un laissez-passer uniquement accessible aux personnes vaccinées ou guéries du coronavirus. Une façon d'inciter les Italiens réticents à se faire vacciner, mais qui pourrait impacter les propriétaires de bars. Le super pass sanitaire est contradictoire et restrictif. Restrictif car il ne permet pas aux personnes ayant un test PCR négatif d'aller au restaurant et dans les bars. Et contradictoire car ils peuvent faire leurs courses. Donc je ne vois pas l'utilité. Ces mesures seront en vigueur jusqu'au 15 janvier, sauf si la situation s'aggrave. Durement frappée au début de la pandémie, l'Italie fait aujourd'hui mieux que ses voisins. Elle a enregistré ces derniers jours 15 000 à 20 000 cas quotidiens. Près de 85% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés. Et Rome s'apprête aussi à ouvrir la vaccination pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Et aux États-Unis, c'est sans doute sa dernière mesure avant de passer la main à la fin de l'année. Le maire de New York a pris les devants alors que la mesure patine au niveau national. Bill de Blasio annonce que tous les employés du secteur privé seraient soumis à l'obligation vaccinale dès le 27 décembre. Plus de 180 000 entreprises et commerces sont concernés.
Dans le reste de l'actualité, ce devait être une vitrine planétaire pour la Chine. Les Américains viennent déjà de ternir le tableau de la fête olympique. Ils annoncent boycotter les JO d'hiver de Pékin, un boycott qui sera diplomatique mais pas sportif. La Maison-Blanche justifie son choix en raison, je cite, du génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang. Bilal Tarabès. Après des mois de réflexion, la Maison-Blanche annonce qu'elle enverra bien des athlètes aux Jeux Olympiques de Pékin, mais aucun représentant politique. Raison de ce boycott diplomatique américain, le génocide en cours contre les Ouïghours au Xinjiang. Une représentation diplomatique ou officielle des États-Unis traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités commises au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire ça. Plus tôt dans la journée, anticipant cette décision américaine, Pékin a promis des contre-mesures. Ce que la partie américaine devrait faire, c'est corriger son attitude, s'abstenir de politiser le sport et cesser de jouer le soi-disant boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Si la partie américaine est déterminée à suivre sa propre voie, la Chine prendra des contre-mesures fermes. L'administration Biden s'est donc finalement rangée derrière l'avis du comité olympique américain qui était contre un boycott total des Jeux après des mois de pandémie. Le comité international olympique, lui, dit respecter la décision des États-Unis. Le CIO a répété plusieurs fois qu'il ne voulait pas priver des sportifs du rendez-vous olympique pour des raisons politiques, mais l'instance fait l'objet de critiques récentes. Le CIO a été accusé de ménager Pékin dans l'affaire de la disparition de la joueuse internationale de tennis chinoise, Peng Shuai. Et puis on vient d'apprendre ce boycott qui est plutôt sanitaire et pas politique. La Nouvelle-Zélande n'enverra pas non plus de représentants à Pékin. C'est une annonce du vice-premier ministre qui cite ici la pandémie comme motif de cette décision. Des Américains qui sont prêts à sanctionner également la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine. C'est un haut responsable de la Maison-Blanche qui a mis la pression à la veille d'un entretien virtuel ce mardi entre le président Joe Biden et son homologue Vladimir Poutine. Depuis plusieurs semaines, Moscou masse des troupes le long de sa frontière avec Kiev. Les deux hommes doivent donc tenter une désescalade. Précision à Washington de Mathieu Mabin pour France 24. Joe Biden s'est entretenu avec ses partenaires européens pour étudier avec eux la réaction d'une coalition de l'Ouest face à l'hypothèse d'une invasion de l'Ukraine par la Russie. Vladimir Poutine et Joe Biden, vous l'avez dit, doivent s'entretenir par téléphone ce mardi à 10h30 heure de Washington. On connaît donc déjà, dans une certaine mesure, la teneur de ce qui sera annoncé à Vladimir Poutine par Joe Biden. Joe Biden a fait savoir par la voix de ses porte-paroles que des sanctions économiques sans précédent, je cite, seraient infligées à Moscou en cas d'agression de l'Ukraine, une agression jugée non plus seulement crédible mais probable par Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, et ce sur la base d'une combinaison de renseignements d'origine européenne et américaine. Le même Anthony Blinken qui a d'ailleurs rappelé que jusqu'à présent, les sanctions infligées à la Russie étaient faibles en comparaison de l'arsenal qui reste à la disposition de Washington. Le président américain a également fait savoir qu'en cas d'attaque, son pays offrirait tout le soutien technique et militaire nécessaire à l'Ukraine, d'une part, mais également aux pays membres de l'OTAN qui pourraient se voir engagés dans une confrontation directe avec les Russes. Comprenez cependant par là que la Maison-Blanche n'envisage pas du tout d'engager ses propres troupes sur le terrain, et ce, même en cas d'invasion de l'Ukraine. Tout au plus, Joe Biden a évoqué la possibilité de renforcer la présence militaire américaine en Europe. Vous l'aurez compris, la conversation qui attend les numéros 1 américains et russes ce mardi devrait atteindre un niveau de tension jusqu'alors inégalé, en tout cas depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. On s'arrête maintenant sur l'Allemagne qui est sur le point d'accueillir son nouveau chancelier après les sociodémocrates et les libéraux la semaine dernière. Les Verts ont eux aussi dit oui ce lundi. Les adhérents des écologistes ont validé l'accord de coalition. L'élection au Bundestag ce mercredi d'Olaf Scholz du SPD n'est donc plus qu'une formalité. Récit Axel Simon. À leur tour, les écologistes allemands ont donné leur feu vert. Le parti Die Grünen va intégrer le gouvernement aux côtés du parti social-démocrate, le SPD, et les libéraux démocrates du FDP. Les adhérents ont approuvé à 86% le contrat de coalition, un score salué par la co-dirigeante de la formation écologiste,
qui récupère le portefeuille des affaires étrangères. Grâce à ce vote, nous partons avec le vent en poupe vers un nouveau gouvernement fédéral puissant, avec ce cabinet très fort et diversifié que nous venons de présenter. Un peu plus de 2 mois après avoir remporté le scrutin législatif de fin septembre, le social-démocrate Olaf Scholz prend donc la tête d'une alliance gouvernementale inédite de 3 partis. Un cabinet diversifié qui sera aussi paritaire pour la première fois dans l'histoire politique allemande. D'autres femmes seront désignées à des postes clés comme à l'intérieur ou à la défense. À la tête de la première puissance économique européenne, Olaf Scholz promet aussi un gouvernement très pro-UE. Nous entrons dans ce gouvernement à un moment où les tensions sont énormes, où la crise est grande. Et le défi que doit relever l'Allemagne en Europe pour y faire entendre sa voix et montrer son visage, pour y fournir une diplomatie au plus haut niveau, est grand. Après 4 mandats, Angela Merkel reste toujours aussi populaire et Olaf Scholz s'est présenté comme son héritier. C'est vendredi qu'il sera élu chancelier par le Bundestag. Direction l'Afrique, 7e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité sur le continent. L'occasion pour de nombreux chefs d'État de faire le bilan des opérations militaires face à la menace djihadiste. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, a notamment regretté le président sénégalais Macky Sall. Au cœur des discussions également le développement, mais aussi la pandémie. Ici, c'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui s'en est pris à l'Union européenne et à la fermeture des frontières après la découverte dans son pays du variant Omicron. L'actualité africaine, c'est aussi cette dure défaite, dure à encaisser pour l'opposant historique Ousseynou Darboe. Il finit 2e pour la 4e fois à la présidentielle en Gambie. Ce lundi, il a répété qu'il irait devant la justice pour contester les résultats, mais il appelle ses partisans au calme. La mission d'observation de l'Union européenne avait, elle, salué un scrutin qualifié d'avancée démocratique. Émilie Béraud. Adama Barrow réélu à la tête de la Gambie. Au lendemain de l'annonce des résultats officiels, l'enthousiasme est toujours vif chez ses partisans. We have the democracy. We thank God and we thank Adama Barrow for that. I vote for Adama Barrow 2016 for him to see it. I don't vote for Jammeh. Jammeh, all his 22 years, I don't support him because it was a dictatorship. As far as I'm concerned, so long that there is peace, there is stability, we'll give him another 5 years and see what he comes up with. Il a été le premier président élu en 2016 après 22 ans de dictature de Yahya Jammeh. Adama Barrow a cette fois remporté le scrutin avec plus de la moitié des voix. Dimanche, la Commission électorale nationale a confirmé son résultat, 53% des voix lors de l'unique tour de scrutin. Mais les résultats de l'élection sont contestés, notamment par Ousseynou Darboe, principal adversaire du président élu. Il affirme qu'il ira devant la justice si nécessaire. Now we have gone through the elections. We are not happy with the results. The laws of the Gambia have provided us the remedies that we could avail ourselves. And those remedies we must pursue. Dans un rapport, la mission d'observation de l'Union européenne a quant à elle constaté des failles critiques, des restrictions et des incertitudes légales qui auraient entaché le processus électoral. Et on s'arrête maintenant sur cette mauvaise nouvelle du côté de la lutte contre le paludisme, victime collatérale de la pandémie de Covid-19. En 2020, le nombre de nouveaux cas a bondi de 15 millions. On déplore aussi 602 000 morts, soit 69 000 de plus. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une régression considérable. Le récit de Florent Rodeau. C'est l'une des innombrables conséquences de la pandémie de Covid-19. En 2020, la lutte contre le paludisme a fortement reculé dans le monde, diagnostics et traitements étant moins accessibles. Résultat, les chiffres sont en hausse, avec 14 millions de cas et 69 000 morts supplémentaires par rapport à 2019. Et pourtant, l'OMS l'assure, cela aurait pu être bien pire. Les pays où le paludisme est endémique ont réussi à éviter le scénario du pire, que beaucoup, y compris l'OMS, avaient annoncé. Néanmoins, bon nombre de pays ne font plus de progrès ou connaissent même une aggravation de la situation du paludisme. Et nombre d'entre eux se trouvent en Afrique subsaharienne.
Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, le paludisme est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique. Une maladie qui fait particulièrement des ravages en Afrique subsaharienne, où environ 95% des cas et des décès sont recensés. Maintenant, nous utilisons une certaine combinaison d'approches ou d'outils pour lutter contre le paludisme, que ce soit uniquement les traitements, mais également les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et plus récemment, nous allons voir maintenant les nouveaux vaccins pour lutter contre le paludisme et qui portent réellement un espoir certain dans ce continent. Un espoir entrevu le 6 octobre dernier lorsque l'OMS recommande un vaccin développé par le Britannique GSK. Avant cela, une centaine de candidats vaccins avaient été testés chez l'homme sans résultat probant. Voilà, prochain journal dans 15 minutes. À tout à l'heure.